Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, on va s'intéresser au terrorisme puisque nous vivons un moment particulier. Nous sommes près d'un an après le meurtre de Samuel Paty, le professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine, mais aussi en plein procès des attentats du 13 novembre 2015. Alors on va évidemment s'intéresser à cette question. La France court-elle toujours sous la menace du terrorisme? C'est aussi à cette question que nous allons nous atteler. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de partager et bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. C'est parti. Et à mes côtés cette semaine, Xavier Hofer. Bonjour Xavier Hofer, merci d'être avec nous à nouveau. Bonjour. Alors vous êtes criminologue, les téléspectateurs de TV Liberté le savent, également professeur au CNAM si je ne m'abuse. Alors une actualité particulièrement marquée par la question terroriste, Xavier Hofer. Il y a un an, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était assassiné, poignardé, puis décapité à quelques mètres de son collège de Conflans-Sainte-Honorine par un Tchétchène, Abdullah Onzorov, un loup solitaire? Pas vraiment. Il n'y a jamais de loup solitaire, vraiment. Vous avez des gens qui sont, sinon physiquement, du moins intellectuellement reliés à une mouvance et qui, de manière toujours plus obsessionnelle, parce que le fait de, par exemple, regarder des vidéos où on égorge les gens, où on donne la mort, etc., c'est addictif, autant que l'héroïne. Donc voilà des gens qui rentrent dans une espèce de fascination toujours plus morbide pour l'acte homicide et qui, après ça, sans doute du fait de prédisposition psychologique, il n'y a naturellement aucune espèce de prédisposition ethnique ou autre pour commettre des crimes. Il y a des criminels partout. Mais là, vous avez donc le facteur sous-jacent pour les Tchétchènes clanique qui est très important, le fait de penser que le clan est par de là découle, sa religion est plus importante que tout le reste. Donc, dans ce contexte-là, donner la mort peut être considéré, pour certains d'entre eux, comme pas très grave. Et la suite s'enclenche, quoi. Alors, il observe, il voit qu'il y a les caricatures du prophète Mohammed. Mais tout ça est sans doute une espèce d'habillage, d'excuse pour une pulsion assez profonde d'avoir envie de tuer les gens, quoi. Alors, cette histoire a commencé donc il y a un peu plus d'un an autour de Samuel Paty. Vous l'avez dit, le professeur devait faire un cours d'éducation civique, de laïcité. Et il avait montré donc les caricatures de Mahomet qui avaient été publiées dans Charlie Hebdo. De là a commencé à tourner une rumeur autour des élèves de cette école. Je vous propose d'écouter très rapidement une petite vidéo d'un des parents d'une élève de cette école, Brahim Chnina, on y reviendra après. Ma fille, elle a été choquée suite au comportement de son prof. Il leur a dit comme quoi qu'il allait diffuser une photo qui va les choquer. Certains élèves sont sortis, ma fille n'est pas sortie. Effectivement, il a montré un homme tout nu. Il a dit que c'était le prophète des musulmans. Quel est le message qu'il a voulu passer à ses enfants? Quelle est la haine? Pourquoi cette haine? Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce comportement, ou tous ceux qui ont rencontré des difficultés, où leurs enfants ils ont été renvoyés parce que ma fille, comme elle a refusé de sortir de la classe, le prof il l'a renvoyée de la classe en lui mettant un autre motif. Si vous voulez qu'on soit ensemble et qu'on dise stop, touchez pas à nos enfants, envoyez-moi un message. Ce voyou ne doit plus rester dans l'éducation nationale, ne doit plus éduquer des enfants. Alors quand ce monsieur parle de voyou, là, il est en train précisément de parler de Samuel Paty. Et finalement, cette rumeur part d'un mensonge, tout simplement, puisque l'élève raconte que Samuel Paty aurait fait sortir les élèves musulmans de sa classe, alors que finalement, il n'en est rien. Et on se rend compte que l'éducation nationale, finalement, écoute plus volontiers les plaintes des parents d'élèves que les menaces que reçoit le professeur Paty. Oui, vous savez, les administrations, quelles qu'elles soient, sont rarement héroïques.
hein. Là, pas plus que les autres. Et donc, l'idéologie dominante dans l'éducation nationale telle qu'elle est conçue et telle qu'elle est dirigée aujourd'hui, étant pas d'histoire, pas de vague, naturellement, surtout si par derrière, il y a une espèce d'atteinte au politiquement correct, et si le monsieur est, disons, d'une culture différente, oulala, pas d'histoire, etc. Mais oui, mais on va prendre des mesures, etc. Donc, naturellement, on n'en fait rien. On se contente, de promettre et puis de pas tenir. Ça aussi, c'est assez fréquent pour les administrations. Mais après, la chose peut proliférer, elle peut s'amplifier, dans des quartiers et dans des secteurs où on a de moins en moins de contrôle, c'est-à-dire on ne sait plus bien ce qui s'y passe. Le maillage de police, de gendarmerie ou de renseignement qui existait avant, qui permettait dans la communauté en cause, là en question, à un individu plus raisonnable d'aller voir le flic qui connaissait, en dit donc l'autre là il va pas bien, il est en train de tenir des propos menaçants, etc. Tout ça ne remonte plus maintenant, ou 9 fois sur 10, ça ne remonte plus. Ça n'est pas remonté pour la policière qui a été égorgée à peu près dans les mêmes moments, dans la même période historique, ça remonte très peu. L'individu qui antérieurement avait égorgé un gendarme, un officier de gendarmerie dans le midi de la France, là, à Carcassonne, pareil, ça faisait des mois qu'il tenait des propos, mais comme c'était une zone hors contrôle, on en revient toujours au même problème, vous savez. Il y a des endroits où il n'y a pas de continuité de l'information sur le territoire français. Et encore hier ou avant-hier, la désopilante préfète de Marseille de police nous a raconté qu'il n'y avait pas de zone de non-droit et que la police allait où elle voulait. Eh bien, naturellement, c'est faux. Que le moment venu, le jour J, on envoie une opération coup de poing, rafler un voyou dans une cité. Naturellement, c'est possible, mais au quotidien, au jour le jour, dans la continuité des choses, qui est très importante, hein, parce que la base du renseignement, du plus anodin au plus stratégique, c'est la continuité des sources d'information. Ce qui a fait perdre à degré naturellement beaucoup plus sanglant et beaucoup plus géopolitique. Ce qui a fait perdre les Américains, l'armée américaine en Irak, c'est ça. Dans les premières semaines de l'arrivée, du débarquement de l'armée américaine à Bagdad, les fils du renseignement ont été rompus. Des chaînes d'information ont été coupées. Elles n'ont jamais été reconstituées par la suite. Et donc, par la suite, quand on voulait remonter à l'origine des choses, mais à un moment donné, on se trouvait devant un gouffre, quoi. On ne savait pas. Et bien entendu, pendant ce temps-là, les bandits, les terroristes, etc., en profitaient pour avancer. Et ce retard-là, vous ne le rattrapez pas. Donc, à l'heure actuelle, depuis pratiquement un demi-siècle, les gouvernements successifs de la Ve République ont toléré, ont admis qu'il y ait sur le territoire français des zones où on ne savait pas exactement bien quoi se passait. Et de là viennent les vols à main armés de proximité, c'est-à-dire les braquages d'épiceries, de pharmacies, de boulangeries, vous savez, pour récupérer quelques centaines d'euros à chaque fois. De là viennent des opérations terroristes, de là atterrissent et de là repartent l'essentiel de la logistique des gros trafics de stupéfiants. Et sur tout ça, on sait peu de choses. On a l'impression aussi que finalement, il y a une forme de... Vous l'avez d'ailleurs théorisé, hein, sur le caractère hybride de ces nouveaux terroristes. On a le sentiment maintenant que c'est très difficile de faire la différence entre des criminels de droit commun, j'allais dire, et ces terroristes. Et alors ça m'amène à une question également d'actualité. On sait peu de choses à propos de cette affaire, l'affaire Dagde, où une dame de 77 ans vient d'être retrouvée décapitée. Visiblement, ça semble être un crime crapuleux, du moins pour ce qu'on en sait aujourd'hui, puisque 1 000 € lui ont été dérobés avec sa carte bleue. Mais cette femme a été décapitée. Alors, évidemment, 1 an après Samuel Paty, on se pose la question de savoir, à plus forte raison qu'elle était institutrice, si ça a un lien avec cet attentat. Et on se dit, mais que préférer quelque part? Est-ce qu'il vaudrait mieux que c'est
un lien avec un attentat et que ce soit un terroriste qui soit passé à l'acte, ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit un simple, entre guillemets, crime crapuleux, où maintenant on en arrive à des barbaries telles que des femmes de 77 ans se font décapiter pour 1 000 €? C'est un classique, on le sait. Quand un événement frappe suffisamment fort l'opinion, quand quelque chose écrase tout et fulgure et emplit tout pendant un moment, ça agit sur les gens jouissant de leurs facultés mentales, mais ça agit aussi sur les cas pathologiques. Songez que des décennies après sa mort, et en tout cas plus longtemps après ses triomphes militaires, le nombre de cinglés qui se prenaient pour Napoléon. C'est ça. Alors, à l'heure actuelle, même si on ne voit pas tout à la télévision, mais il est suffisamment fait allusion aux égorgements, aux décapitations, etc. Vous voyez, il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'une crapule comme celle-là qui a égorgé cette vieille dame et décapité, mais rapidement, tous les armées criminelles du nord du Mexique, les cartels, les méga-gangs, là, etc., se sont mis à le faire, parce que si vous voulez impressionner les gens et les faire tenir tranquilles, c'est pas mal de décapiter les gens. Alors, c'est devenu, en plus de ça, maintenant, toute l'information est accessible au bout des doigts sur un téléphone que tout le monde a dans sa poche, donc ça circule, la prolifération, ça se répand comme des virus. Et quand ça impressionne l'esprit des gens, c'est récupéré soit par des gens qui ont des virtualités qui sont tout sauf terroristes, comme des bandits, des trafiquants de drogue, etc., ou alors par des gens qui sont pas très bien dans leur tête et qui se disent « je vais faire comme ce que j'ai vu à la télé ». Mais ça plaiderait plutôt, si je vous suis bien, pour une forme de non-dit, en fait, dans les médias. Il vaudrait mieux taire, alors, ces Non, barbaries ? parce que c'est pire que tout. C'est pire que tout. J'ai pas de bonne solution à vous donner. Si j'ai une bonne solution à vous donner, le mois prochain, j'ai un prix Nobel, quoi. Donc, non, je n'ai pas ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on écrase ces choses, quand on les tait et qu'on les enterre, on tente de les enterrer. Regardez ce qui s'est passé dans les 15 ou 20 dernières années de l'Union soviétique. L'opinion l'apprend quand même. Et du passage d'un individu à un autre, à une famille, à un village, à une ville, c'est 10 fois pire et 100 fois pire. Et naturellement, c'est comme ça que naissent les rumeurs de complots sataniques, de machins, etc., qui aggravent encore les choses. Donc je ne pense pas qu'il y ait de bonnes solutions. Je pense que la bonne solution, c'est que le pays dans lequel on est, celui sur lequel on a une responsabilité, quand on est un des dirigeants de la France, soit suffisamment policé pour que ce genre de choses, 9 fois sur 10, puissent être prévenues, qu'on prévienne, c'est-à-dire qu'on attrape l'individu avec son pistolet en disant « donne-moi ça, tu vas te faire mal », et puis confisqué. Ce qu'on fait au jour le jour couramment avec les enfants, et 1 fois sur 10, réprimer de manière assez sérieuse pour faire passer l'envie à des émules ou à des cinglés d'imiter la chose. Voilà, on ne coupe pas ça. Alors naturellement, c'est entrer n'importe qui en Europe et singulièrement en France, on ne facilite pas la tâche de la police et du renseignement. Je vous donnerai un exemple de ça. Madame Merkel a jugé bon de laisser entrer, sans aucune espèce de contrôle, ni sanitaire ni autre, 1 million et quelques d'individus sur le sol allemand, pas plus tard que la semaine dernière. On n'entend pas parler de ces choses rarement dans les médias parce que ça contrevient à l'ambiance bienséante. Mais il y a dans toute l'Allemagne plus de 70 individus qui ont été arrêtés, qui avaient monté un énorme réseau de blanchiment d'argent destiné ultérieurement à favoriser des actes terroristes. Tous, à une exception près, étaient des réfugiés ou syriens ou irakiens, etc. Vous voyez, mais les pauvres, mais non, comment donc, mais il veut se refaire une vie meilleure. Tu parles, voilà, le crime organisé physique, c'est-à-dire les gens qui braquent, les gens qui, voilà, en Allemagne, c'est de plus en plus des gens qui sont des réfugiés des diverses guerres qu'on a cru bon d'accepter chez nous. Alors, il ne faut pas être brutal, il ne faut pas être cruel. Qu'on accepte des réfugiés de ces pays-là quand ce sont des femmes enceintes, quand ce sont des vieilles dames ou quand ce sont des vieux messieurs,
mais des individus jeunes, aguerris dans ces pays-là. Bien sûr. Qu'ils soient tchétchènes ou irakiens ou quoi que ce soit, ils ont vécu dans des pays en guerre. Voilà, donc ils sont très durs. Ce qu'on considère comme une sanction, une punition en France, la prison bisounours avec la télé, le téléphone et tout ça, ça les fait hurler de rire. Et par conséquent, on a été peut-être un peu léger au niveau européen d'abord et puis au niveau des États-nations de laisser entrer tout ça chez nous. Sous prétexte que c'était gentil et qu'il fallait être sympa, quoi. Si on revient à cette affaire de Samuel Paty, j'aimerais revenir sur cette question de l'éducation nationale, parce que ça fait quand même un moment que la France vit sous la menace terroriste. D'ailleurs, c'est un peu comme l'état d'urgence sanitaire maintenant, sauf qu'il est plus récent, mais on a l'impression qu'on n'en sortira jamais, avec des couleurs plus ou moins foncées, mais finalement, on est toujours sous la menace terroriste. Et si on suit cette affaire Paty, qui subit donc des menaces, on voit toute cette petite nébuleuse proche des islamistes qui commence à s'exciter autour de fausses rumeurs, et l'éducation nationale est au courant, puisqu'un référent laïcité est chargé de ce dossier, et pour autant, il n'a pas de protection policière, par exemple. Tout ça est plus ou moins bidon, c'est-à-dire que ça fait partie, vous savez, à l'heure actuelle, pas uniquement pour l'éducation nationale, pour tout le gouvernement, pour tout l'appareil d'État, si vous voulez. Il y a deux niveaux auxquels les choses adviennent en général. Il y a le niveau des médias, le niveau de la superstructure, le niveau de la médiasphère, et puis il y a la réalité du terrain. Et toujours plus souvent, j'observe avec inquiétude qu'une fois que les problèmes sont annoncés comme allant être réglés dans la sphère médiatique, ça en reste là, et que les choses ont de plus en plus de mal à descendre sur le terrain. Alors l'éducation nationale, tout ce qu'il y a dans les sommets de l'éducation nationale, 100% bienséant, 100% gnangnan, mais bon, et là, vous vous rendez compte, les pauvres, etc. Donc, imprégnés par une idéologie mondialisante, etc. Et puis, on leur demande de s'opposer concrètement à un espèce de peuple Christ, de victimes, de machins, etc., qu'ils ont eux-mêmes suscité. Comment voulez-vous qu'ils le fassent ? Ils ne le peuvent pas. Donc, ils ont les fils qui se touchent, quoi. Et voilà. On a soit affaire à des gens qui cyniquement disent cela va donner lieu à des mesures dans l'urgence, vous allez voir ce que vous allez voir, ou alors vous avez affaire à des gens torturés qui finissent chez le psychanalyste ou chez le psychiatre, parce que c'est dans leur cerveau, ils n'arrivent pas à gérer tout ça. Mais vous avez dit quelque chose, et je pense que c'est le plus important. Vous avez dit le risque terroriste s'achèvera jamais. Je pense, tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, et une fois de plus, vous savez, ça a été une immense surprise de voir à quel point la société de la mondialisation et la société de l'information, qui a tous les moyens de savoir, qui a tous les moyens de regarder de haut, de loin, qui a Donald Rumsfeld, quand il était ministre de la Défense des États-Unis, prétendait, mais la suite nous a prouvé que non, que l'armée américaine en Irak avait God's view of the battlefield, une vision divine du champ de bataille, qui voyait tout le temps, sous tous les angles. Voilà, c'est cette espèce d'omniscience et d'omniprésence étant naturellement une manifestation divine. God's view of the battlefield, la vision divine du champ de bataille. Dans la réalité des choses, c'est exactement l'inverse. C'est toujours plus l'immédiat, toujours plus le flux tendu, toujours plus le petit bout de la lorgnette, et on ne regarde pas les choses grandement. Je crois que le monde dans lequel il y a eu le 11 septembre, je crois que le monde dans lequel il y a même eu les attentats de 2015, que ce monde-là est en train de s'abolir, qu'il n'existe plus, et que donc les conditions dans lesquelles une menace terroriste peut ou va se manifester doivent être observés à la lumière de cette réalité géopolitique et non pas en prolongeant des courbes en disant « Oh là là, c'était grave en 2010, c'était grave en 2015, donc c'est grave en 2021 ». Je vais vous donner un exemple. Toujours au Moyen-Orient, vous avez c'est un principe, c'est absolu, il n'y a pas d'exception à la règle que je vais vous donner.
au Moyen-Orient, quand un groupe, une entité terroriste apparaît, dans la période moderne, disons depuis la fin de la mondialisation, la fin de la chute du mur de Berlin, la fin du monde bipolaire, etc. Depuis cette période-là, chaque fois qu'un groupe terroriste apparaît, il est récupéré, manipulé et utilisé au bout de quelques mois, ou alors il disparaît complètement. C'était déjà vrai vers la fin de la guerre froide, c'est encore plus vrai depuis. Regardez la rapidité, il n'y a pas plus chien et chat que sunnite et chiite, la rapidité avec laquelle l'Iran a mis la main sur Al-Qaïda pour les dire installez-vous chez nous, c'est leur pitbull. Si jamais il y a quelqu'un qui leur veut du mal, ils disent on va les lâcher, là vous allez voir, et donc encore plus. Vrai dans la période récente. Quand on voit cette affaire de l'Afghanistan avec les talibans qui ont repris le pouvoir, on se rappelle aussi que les États-Unis avaient des liens privilégiés avec les talibans à l'époque où ils étaient utiles contre l'Union soviétique. Oui, c'est toujours les mêmes. En réalité, les talibans, c'est quelque chose... il faudrait des heures, donc je vais aller vite, mais c'est pas... c'est les Pashtuns, quoi. C'est les tribus Pashtuns, et les tribus Pashtuns, elles sont gentilles avec ceux qui sont gentils avec eux et méchantes avec ceux qui les enquiquinent. Tant que les gens leur donnent des armes, ça va bien parce que c'est leur sport national. S'il est question qu'ils arrivent chez eux et qu'ils s'installent, c'est niet. Ils ont fait ça avec l'Empire britannique à son apogée. C'est pas n'importe quoi d'avoir vaincu l'Angleterre l'Empire britannique de la reine Victoria. Ils l'ont fait avec les Soviétiques. Ils se sont tapés les 3 superpuissances en un siècle, quoi. C'est vrai. Vous vous rendez compte ? Et là-dessus, c'est fou d'Américains qui envoient des gens en Afghanistan qui disent « Les enfants, on va vous montrer comment faire la guerre ». Apprendre à un Pashtun à faire la guerre. Au secours, ils ont vaincu 3 superpuissances en 50 ans. Les Américains leur disent on va vous montrer. Naturellement, ça ne pouvait pas tenir debout. Et ça n'a pas tenu debout. Alors, ça a des conséquences, naturellement, là aussi, géopolitiques très graves. Laissez-moi en finir avec l'histoire des groupes terroristes du Moyen-Orient qu'on récupère. Qu'est-ce qui reste comme territoire à l'heure actuelle pour l'État islamique ? Quel est le seul bout de terrain où ce qui reste de l'État islamique peut encore exister sans être flingué, décapité, bouillanté, trucidé, tout ça, parce qu'ils sont haïs partout, naturellement. C'est la petite enclave au nord de la Syrie qui est entre les mains des Turcs. Qu'est-ce qui reste de l'État islamique ? C'est devenu un pitbull pour Erdogan. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête pour savoir si on est menacé ou pas et tout. C'est-à-dire, qui va lâcher le pitbull ? Il y a eu cet oubli incroyable depuis 20 ans du terrorisme d'État. Des États qui manipulent des groupes terroristes. Il faut être prudent là-dessus, parce que regardez ce qui se passe en Afrique, regardez ce qui se passe dans toute la région. Je crois qu'il y a une redistribution géopolitique énorme à l'heure actuelle à la surface du monde. Et on l'a vu, on constate ses effets, mais on ne voit pas trop ce qu'il y a derrière. C'est la chute de l'Afghanistan entre les mains des talibans résulte de cet échec géopolitique immense des Américains à imposer leur unilatéralisme comme ils en avaient l'intention après le 11 septembre. Ils ont dit, bon, c'est le bazar sur la planète, on va prendre ça en main, on va mettre de l'ordre. Échec. Et vous savez, l'échec le plus immense, il n'y a pas endroit plus stratégique au monde que l'aéroport de Kaboul et la base de Bagram. C'est le seul endroit à partir... Il faut quand même que les avions atterrissent à un moment donné, il faut que les drones se posent. Voilà, c'est la base de Bagram et l'aéroport de Kaboul, c'est le seul endroit où on peut atteindre la Chine. Quand on est dans l'idée d'une confrontation un peu musclée avec la Chine, même si prépare la guerre, si vis pacem parabellum, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais Kaboul, c'est crucial. Et le fait qu'il se soit fait jeter de là-bas, c'est le signe d'un changement géopolitique majeur. Quelle forme de terrorisme vont pouvoir exercer dans cette nouvelle géopolitique du monde avec 2 pôles ? Le pôle américain d'un côté, dans laquelle la France, sous Macron, s'est laissé dangereusement embringuer, d'après moi. Et puis deuxièmement, vous savez, il y a, à l'heure actuelle, une grande partie de l'avenir du monde, il porte 3 lettres de l'alphabet. OCS. Personne ne sait ce que c'est en France. L'organisation de la conférence de Shanghai. Les Russes, les Chinois, les Iraniens, tous les stands d'Asie centrale. Petit à petit, le 2e pôle est en train de s'agréger là. C'est lui qui tient
s'il le veut ou s'il ne le veut pas, s'il prend cette ligne-là ou s'il en prend une autre, le sort du terrorisme international dans l'avenir des 20 ans qui viennent. Est-ce leur volonté? J'en suis pas sûr. Donc, il ne faut pas prolonger les courbes de ce qui s'est passé. Voilà. C'est une nouvelle ère. Voilà, une nouvelle ère commence, et là-dedans, il y aura de nouvelles formes d'affrontements, comme à chaque fois dans l'histoire du monde, et il y aura, quand l'être humain a découvert le continent américain, la géopolitique a changé. Là, cette nouvelle coalition du monde, l'Asie, la Grande Asie, etc., c'est ça l'avenir. Et je crois que c'est à partir de là qu'il faut voir quelles sont les virtualités terroristes existantes, ou possibles, ou peu plausibles. Alors on va revenir en 2015 où peut-être que les choses étaient moins nouvelles, on va dire. Moins avancées que maintenant. Moins avancées, avec ce fameux procès des attentats donc, du 13 novembre 2015, du Stade de France, de toutes les terrasses parisiennes et évidemment du Bataclan. C'est un procès historique, 1800 parties civiles, 330 avocats, 542 tomes de dossiers, 20 accusés, dont 14 présents et bien évidemment parmi eux le fameux Salah Abdeslam, seul survivant des commandos parisiens. Première question, Xavier Hofer, une question que beaucoup de téléspectateurs m'ont posée, comment peut-on expliquer que la seule personne qui soit prise vivante dans tous ces attentats soit précisément celle qui était prise en Belgique et pas en France? En France, quand on a un terroriste, on le neutralise. On peut s'en réjouir, ne pas s'en réjouir. Je ne suis pas là pour donner un avis, mais en tous les cas, je constate qu'effectivement, Salah Abdeslam a été pris vivant et il a été pris en Belgique. Pourquoi? Il y avait 3 frères, n'est-ce pas? C'est le seul qui a survécu. Pourquoi lui? C'est sans doute quelqu'un qui, au dernier moment, n'a pas voulu se donner la mort. Alors, il a couru se réfugier au plus près de son terrier, là, où il était issu. Et puis là, il a essayé de survivre. Mais naturellement, c'était rester vivant et libre de cette occasion. Fût-ce pour prolonger l'activité terroriste ultérieurement, je pense que ces individus-là sont de la chair à canon, quoi, qui n'ont aucune espèce d'importance, que même ceux qui dirigeaient le commandement des opérations spéciales à l'étranger de l'État islamique les considéraient comme, l'image est affreuse. Il avait vocation à se faire exploser. Mais c'est des Kleenex, quoi. On se mouche dedans et puis on les jette, quoi. C'est rien de plus. Donc je pense que dans cette affaire-là, on juge des comparses. Que bien entendu, les principaux responsables de l'opération en question, ceux qui la montaient, ceux qui étaient dans la zone Irak-Syrie, ceux qui étaient dans les villes à l'époque contrôlées par l'État islamique, je pense que peu ont survécu. Ils ont été traqués et ils ont été abattus. Sur place? Oui. C'est ce qu'on appelle les assassinats ciblés, si je ne m'abuse. Oui. Pudiquement. Voilà. Une fois dans ma vie, j'ai vu quelque chose. C'est un texte un mail, vous savez, d'une courriel. Et c'est un jeune homme qui est là-bas, combattant dans l'État islamique, qui écrit à sa fiancée qui est restée en France. Alors il lui dit je suis là où tu sais, il va raconter sa vie dans le truc, je ne peux pas trop revenir en France en ce moment, j'espère revenir t'épouser rapidement dans la lumière de Dieu, et en attendant que je revienne, j'ai pensé à la fin de la lettre t'envoyer un souvenir avec une photo. Et le texte déroule, et à la fin, la photo, il a une tête décapitée dans chaque main. Il a la tête coupée, 2 têtes, une dans chaque main, et puis ça saigne. Encore. C'est un beau cadeau de fiançailles, c'est vrai. Voilà. Alors, ceux qui m'ont montré ça m'ont expliqué qu'ils ne reviendraient jamais en France, quoi. Que des individus comme ça revenaient pas, que c'était systématique. Les Anglais et nous avons fait le ménage. Donc, par définition... Enfin, dans le lot des terroristes du 13 novembre, il y en a quand même qui revenaient de l'État islamique, qui étaient passés notamment parmi des vagues de clandestins, il me semble. Bien entendu, bien entendu. Et ça pose la question centrale, et je ne pense pas qu'il en sera question pendant le procès. Cette histoire des attentats du 13 novembre et de leurs préparatifs, c'est la plus grosse opération terroriste jamais montée contre quelque pays que ce soit dans l'histoire.
au minimum, on identifie de près ou de loin plus de 150 individus, généralement des hommes, mais aussi quelques femmes qui ont été mêlés, originaires de 10 pays différents. C'est une opération d'une complexité énorme. Vous avez des allers et retours sans arrêt entre la zone Irak-Syrie et puis la Turquie, et puis les Balkans, et puis l'Autriche, etc., et puis la Belgique, avec des bases. Vous avez des planques spécialisées dans la région de Bruxelles, avec une planque pour les explosifs, une planque pour les faux papiers, etc. Des locations de voitures, un de ceux qui ont été tués, quoi. Oui, une logistique énorme, et un de ceux qui ont été tués a même été jusqu'en Angleterre. On trouve la trace du Abaoud, un de ceux qui sont morts, c'est à Saint-Denis, là. On trouve sa trace jusqu'en Angleterre. Ils ont été partout en Europe. Comment se fait-il que cette espèce d'opération gigantesque, ce grouillement d'individus dans tous les sens pendant plus d'1 an, n'ait pas été repéré? On sait quand l'opération commence. Au minimum, elle a dû commencer au moment où 2 des Bruxellois ont fait un braquage dans une banque pour récupérer de l'argent pour amorcer la pompe, la machine. C'était au printemps 2014. Donc, printemps 2014, automne 2015, ça fait plus d'1 an que le truc était en route. Avec certitude, on le sait. Comment ces gens-là n'ont pas été repérés? Ils étaient connus, certains avaient leur nom dans les fichiers. Comment les choses n'ont-elles pas été repérées? Et le défaut de vigilance, là, il est carrément européen, parce que ça passe par 3 ou 4 pays d'Europe. De l'Union européenne, j'entends. Ils sont en Belgique, ils sont en France, ils sont en Autriche, ils circulent partout. Pour aller par la route d'Autriche, ils vont pas trop prendre l'avion, bien entendu, parce que c'est plus facile de s'y faire repérer. Il faut passer par l'Allemagne, peut-être par la Suisse. Et voilà. Donc comment se fait-il que tout ça n'ait pas été repéré? Alors il y a soi-disant une coordination antiterroriste au niveau de Bruxelles. Qu'a-t-elle fichu, quoi? Bonsoir. Pourquoi rien n'a-t-il été opéré? Mais il y a plus grave que ça. Entre 2015 et 2016, c'est-à-dire les attentats de Paris et Bruxelles, et puis en 2018, il y a des attentats à Barcelone. Les attentats de Barcelone, c'est copier-coller de l'opération Bruxelles-Paris. C'est la même chose. C'est la manière de faire, la manière de procéder, les planques, la fabrication des explosifs, c'est copier-coller. Pourquoi, entre 2015 et 2016 et 2018, y a-t-il eu aucun progrès de fait? Pourquoi s'est-on retrouvé devant ces attentats des Ramblas de Barcelone en disant « Ah bah zut, alors ils ont recommencé ». Enfin, oui. Voilà. Et comment on l'explique ça? Alors justement, on ne veut pas croire que ça va se reproduire, on ne veut pas, on surveille mal. Le fait que le coordinateur du terrorisme à Bruxelles soit un politicard belge dont les qualités de stratège ne me sont pas aperçues quand j'ai eu l'honneur de le rencontrer, n'a rien accompli, parce qu'il faut un chef d'orchestre dans ces opérations-là. La France, elle voit la France. Vous savez, l'Union européenne, c'est tout le monde a le droit d'aller partout, mais les policiers et les juges, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux, quand même. Voilà. Ou alors 15 papiers, ça prend des... Oui, bien sûr. Ouais. Donc, il y a cette histoire-là. Il faut un chef d'orchestre pour diriger. À partir du moment où il y a une toile d'araignée, l'araignée, elle sent la toile qui bouge à un bout, et puis tous les autres... Pourquoi? Voilà, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, on a beaucoup vu les Français remettre la faute sur les Belges et vice-versa, finalement. Parce qu'on voit des interviews, notamment de Charles Michel, qui dit que ni plus ni moins, si ça s'était produit en Belgique, j'aurais été contraint de démissionner, et alors qu'en France, personne n'a bougé. C'est vrai, il a raison. Qui a démissionné en France? Personne. Le renseignement intérieur n'a pas vu le truc venir, et puis voilà. Enfin, écoutez. Il aurait dû avoir des démissions, au minimum. Il aurait dû avoir des gens de virés, quoi. En disant, c'est peut-être pas de votre faute, mais ok, on va en prendre de nouveau. Donc, comme ça, la prochaine fois, on verra s'ils sont un peu meilleurs, quoi. On a vu, au-delà de la question du renseignement, on a vu qu'il y avait eu beaucoup d'agitation sur la question de l'intervention des forces de police et de secours pendant les attentats du Bataclan, ou du moins à partir du moment où les attaques sont détectées et annoncées. Il y a notamment un documentaire qui a été fait par Arte, Les ombres du Bataclan. On a vu que Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, n'était pas enchanté, ni Manuel Valls. Je vous propose d'écouter très rapidement Manuel Valls, et puis après je vais vous demander votre avis.
L'idée qu'on puisse imaginer qu'à cause de moi, parce que c'est ça l'idée, à cause de moi, on a retardé l'intervention, il y a eu des morts supplémentaires. C'est insupportable. On peut tout accepter, mais pas ça. Oui, il est offusqué, Manuel Valls, à l'idée qu'on puisse penser qu'à cause de lui, les choses ne se soient pas faites comme elles auraient dû être faites. Je pense qu'il y a une chaîne de commandement et le ministre est naturellement informé à la minute. Et si jamais il faut, par exemple, ouvrez les guillemets, neutraliser, fermez les guillemets quelqu'un, il faut une ordre de tir. Hein. Et c'est le ministre qui le donne, cet ordre de tir ? Non. Non, mais ça passe par lui. Donc, je crois que c'était pas la première fois dans l'histoire du monde que se déroulait une opération type 13 novembre, notamment à Bombay. Il y en avait une 10 ans avant ou 11 ans avant. On a été pris de court, quoi. Alors que, quelque part, la prise d'otage de l'hypercacher et les frères Kouachi retranchés à Damartin-Anguel, c'était déjà 2 attentats simultanés. C'était un signe avant-coureur, très peu de temps avant. C'était le signe que quelque chose menaçait. C'est le président Chirac qui est célèbre pour avoir dit que les emmerdements volaient par escadrille. Là, c'est dans le concret l'illustration de ça. Alors, bien entendu, il est difficile, quand on n'était pas dans la pièce, de savoir comment les choses se sont exactement passées. Mais je pense que sur le moment, il y a eu une grosse pagaille. Alors la pagaille en question, préfecture de police, ministère de l'Intérieur, l'Élysée, tout ça, est pas imputable naturellement à un seul homme, et à Valls, pas plus qu'aux autres, ni pas moins. Mais voilà, ce genre de choses n'avait sans doute pas été répété, des opérations de prévention. Voilà, une espèce de campagne préventive. Alors, s'il se passe ceci, qu'est-ce qui se passe simuler une attaque, faire un drill, etc. Je pense que tout ça n'était pas apparemment au point, quoi. Et quand on voit, pardonnez-moi, quand on voit quand les derniers là, du groupe sont réfugiés à Saint-Denis, la quantité effarante de munitions qui ont été tirées, ça prouve que c'était Verdun, quoi. Et quand on voit ces failles de commandement, mais aussi ces failles de renseignement dont vous nous avez parlé avant, est-ce qu'on peut espérer avoir des réponses avec le procès sur ces questions ? Je pense que non. Je pense que le procès, il est fait pour... je ne sais pas si le terme que j'utilise est adéquat, mais pour consoler les familles des victimes. Avec un Salah Abdeslam qui peut prendre la parole. Oui, parce que la justice se fait selon des normes très précises et, en l'occurrence, il a le droit de parler. Mais la consolation, elle n'est pas là. Les gens ont besoin de raconter ce qui leur est arrivé. Voilà. Il y a un côté... traumatisme, et l'idée c'est de l'évacuer. Un côté cathartique, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, voilà ce que j'ai vécu. Vous savez, on vit dans un monde où, heureusement d'ailleurs, hein, plus personne voit mourir personne. La plupart des Français ou des Européens, le premier... pardonnez-moi, Maccabée qui voit, c'est celui de la grand-mère quand ils ont 60 ans ou un truc comme ça. Mais le fait de se trouver dans un bain de sang avec des trucs... Puis en plus, c'est d'autant plus traumatisant que dans la réalité des choses, les détonations, les chocs, les bruits sont 100 fois plus bruyants que ce que le cinéma ou la télé nous montre. Hein. Et donc, ça doit être, pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, un choc terrifiant. Donc... quand c'est des petits-enfants, on leur demande de dessiner parce que ça leur permet d'évacuer, de raconter à leur façon, etc. Notamment ceux qui ont été victimes de sadiques ou de choses comme ça, il faut qu'ils dessinent parce que ça évacue
tant qu'il est possible d'évacuer les choses, ça contribue à évacuer. Et pareil pour les adultes, les victimes, enfin les familles des victimes sont naturellement... c'est de la psychologie de psychanalyse de bazar, mais faire le deuil, etc. Voilà, il y a quand même un peu de ça. Hein. C'est ça qui est en train de se produire. Mais je crois que il me paraît à moi très difficile. Je l'ai écrit dans un livre et j'ai pas eu de réponse évidemment. On connaît les Abdeslam & Co. L'Abdeslam naturellement, mais dans ma vie j'en ai vu 50 des comme lui. Des petites Kaira, là, etc. Des Mohamed Merah, finalement. Oui, oui. Si c'est des gens comme ça qui ont monté une opération hyper complexe avec 150 types circulant dans toute l'Europe, des logistiques, des machins, des commandos spécialisés, je l'ai déjà dit, si c'est eux qui ont monté ça, moi, je suis la reine d'Angleterre, quoi. Alors, c'est qui ? Ben, sans doute, il y a des gens qui ont contribué derrière. Je vous ai parlé du terrorisme d'État. Attention, hein. Attention. Peut-être qu'avons-nous mis au Moyen-Orient des pieds marcher sur la queue de la vipère, et puis il faut... Alors, naturellement, je n'ai pas d'empreinte digitale, mais je me dis, compte tenu de ce que sont la manière de faire la guerre au Moyen-Orient, les stratégies indirectes et tout, à un moment donné, ça peut très bien être une réponse du berger à la bergère. Je défie quiconque d'évacuer cette hypothèse, sachant que ça s'est produit 10 fois dans l'histoire auparavant. Hein l'Inde titille un peu trop le Pakistan en allant les chercher sur leur profondeur stratégique en Afghanistan. Bam, voilà, Bombay. Hein. Attention, jouez pas avec nos histoires. Et bah, pareil, là voilà, c'est tout à fait, c'est tout sauf une hypothèse à la légère. Et cette hypothèse-là, rien n'en apparaît dans le procès. Alors, il y a eu des gens, ils sont arrivés, ils venaient du ciel, on ne sait pas trop, c'est des méchants. Alors, ils ont tiré dans le tas, et puis ils ne sont plus là parce qu'ils sont morts. Et puis, il y a des comparses là qu'on essaye de juger pour faire en sorte qu'on puisse en terminer avec cette histoire, que les gens puissent retourner... je pense aux parents des enfants qui ont été tués, à leur douleur, mais en ayant quand même le sentiment qu'il s'est passé quelque chose en termes de réparation symbolique, quoi. Oui. La réparation, elle peut être que symbolique dans ces cas-là, mais c'est tout, quoi. On n'ira pas plus loin. Comment 150 gaillards ont-ils pu s'agiter, louer des voitures, transbahuter des armes, des explosifs, louer des appartements, ouvrir des comptes, enfin, une activité assez intense pendant plus d'1 an sans qu'on n'en ait rien vu, ou sans que les avertissements en question aient été pris en compte. À un moment donné... il y avait une première affaire en Belgique où il y avait un groupe de 4 individus qui avaient été surpris dans l'est de la Belgique, pas loin de la frontière allemande, là. Et puis ils avaient déjà des armes et des munitions. À la suite de quoi on était remonté sur un autre individu qui avait été arrêté en Égypte 1 ou 2 ans avant, et qui, dans ce qu'il avait avoué aux policiers égyptiens, le renseignement français le sachant, parlait déjà d'un procès d'attentat, d'un projet d'attentat au Bataclan. Pourquoi on ne suit pas cette... Enfin voilà, il y a des tas de motifs d'étonnement, mais sur le moment, on n'a pas sanctionné les intéressés, ceux qui n'avaient pas vu tout ça. On s'est bien gardé de le faire. Ils ont pu, pour certains, continuer leur carrière, être promus et maintenant se trouver à la retraite. Et c'est pas maintenant qu'on va le faire. Mais c'est pas le fond de l'affaire n'est pas clair. Très rapidement, Xavier Hofer, avant de se quitter, je voudrais vous faire écouter une déclaration que Jean-Luc Mélenchon a tenue il y a quelques mois qui avait provoqué un tollé. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Merah en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Donc tout ça, c'est écrit d'avance. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations ? Pauvre Méluche, il devrait aller à la retraite quand même. Hein. Oui, mais quelque part, là, je me fais un peu l'écho de Jean-Luc Mélenchon. On pourra au moins m'accorder que ça n'arrive pas souvent. Non, c'est un collector. C'est ça, il faudra le garder. Il ne reste pas moins qu'après tout ce que vous nous avez expliqué, tous ces dysfonctionnements dans la surveillance, tous ces dysfonctionnements dans les services à droite à gauche, dans les États, dans le manque de coordination au niveau européen,
etc., etc. On voit bien qu'il y a des trous dans la raquette partout. Il y a un moment, on a envie de se dire, soit, je me rappelle d'une fois, vous m'avez dit qu'on avait une justice de clodo, donc soit on a des renseignements de clodo et des appareils d'État de clodo, soit c'est quand même énorme. Comment fait-on pour être aussi mauvais ? Non, ils sont pas mauvais. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Aucun service, aucune armée, aucun service de renseignement ne dit bon, moi je sais ce que j'ai à faire, alors je vais déclarer la guerre au Liechtenstein et puis après ça ira bien mieux. C'est pas comme ça que ça se passe. On leur demande de suivre un certain nombre de choses. D'autant plus après le Rainbow Warrior, les services français, vous faites ce qu'on vous dit, pas d'initiative idiote, s'il vous plaît. Voilà. Donc ils ont fait ce qu'on leur demandait, mais ça n'est pas la géopolitique, c'est pas à leur niveau. Vous savez, les affaires en question, elles se produisent dans la période la plus sombre de l'histoire récente du Moyen-Orient. Des régimes sont acculés, d'autres sont en phase de basculer. Il y a cette tentative bizarre de coup d'État en Turquie. La Syrie va mal, l'Irak, bon, c'est au milieu de la guerre civile, etc. C'est à cette période-là que ce sont naturellement des réverbérations d'une situation qui se passait au Moyen-Orient. Où étaient les gaillards en question un mois avant les attentats ? Ils étaient à San Francisco ? Non. Ils étaient à Buenos Aires ? Non. Ils étaient dans la zone Irak-Syrie. Voilà, ils venaient de là. C'est l'épicentre, le nœud du problème, il est là. Regardez aujourd'hui, tout a changé. Le roi de Jordanie fait les yeux doux à Bachar el-Assad. Il va bientôt être invité dans le monde, dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, qui sait, dans les Émirats. Les autres ont la queue entre les jambes. Il a gagné. Et donc, comme il a gagné maintenant, eh bien, il va pouvoir dire à ses interlocuteurs, pas les pauvres Jordaniens qui n'ont pas un sou, mais aux Émiratis, aux Koweïtis et puis aux Saoudiens, veut dire, c'est ce que vous avez fait chez moi qui fait que tout a été cassé. Vous allez payer la reconstruction. Et à l'heure actuelle, qui n'a pas encore une ambassade à Damas ? La France. Qui aura les contrats de reconstruction ? Tous les autres. La Russie et la Chine, pas nous. Voilà. Et donc, mais c'est ça qui est en train de se produire. Le contexte n'est pas à la punition des gens qui veulent vous détruire. Voilà. C'est le monde a changé. Et je crois qu'un certain nombre de pitbulls qui avaient été laissés à un moment donné se promener à leur gré, jusque dans le 11e arrondissement de Paris, ces pitbulls maintenant sont repris en laisse. Alors, le fait qu'à temps, nos services n'aient pas été capables de dire « attention, les pitbulls sont lâchés » et peut-être pas en capacité de dire « bon, aujourd'hui, le péril est moins brûlant », c'est pas de leur faute. Leur faute, c'est ceux qui doivent capter ça au sommet et qui, dans le cas de M. Hollande... Sommet et Hollande, ça va rarement bien. Voilà, ça avait l'air de le préoccuper moins que certaines de ses affaires personnelles, dirons-nous, pour être gentil. Et quant au président de la République actuelle, c'est un banquier, quoi. Ce qui l'intéresse, c'est Wall Street, les deals, la City de Londres. Les affaires sordides et sanglantes du Moyen-Orient, lui et son entourage immédiat n'ont pas l'air de les passionner plus que ça. C'est ça le danger, c'est le manque de vigilance. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, c'est peut-être l'essentiel de ce qu'on se sera dit aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous menace aujourd'hui quand vous êtes un pays dans le monde ? Un pays qui est encore dans l'histoire. Évidemment, les pauvres Hollandais, c'est le 52e État des États-Unis, le reine va peut-être au pouvoir épouser un lévrier afghan ou Dieu sait trop quoi, donc c'est pas grave. Mais quand vous êtes encore dans l'histoire, quand vous êtes un des rares pays encore à avoir une armée qui est capable de faire quelque chose, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Ben, c'est le choc stratégique. Le choc stratégique, c'est bam, le 11 septembre, bam, la pandémie. C'est ça. Et donc, faut le voir vite. Il faut être rapide à monter au filet dans ces cas-là. Et quand vous regardez ailleurs, évidemment, vous ratez la marche. Hein. Donc,
Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, on ne parle pas d'un fou qui se prend pour Napoléon et qui décide qu'il est le nouveau Bin Laden, qui prend le couteau de cuisine et qui va égorger sa voisine de palier. C'est naturellement terrible. C'est pas un péril stratégique. Bien sûr. Voilà. Mais en termes des périls stratégiques, le terrorisme venu du Moyen-Orient, il fonctionne comme un cœur. Diastole, systole. Voilà. Donc des fois ça s'étend et puis des fois ça se recroqueville. Et je crois qu'à l'heure actuelle, la période est moins tendue dans ce domaine-là qu'elle ne l'était en 2015, par exemple. Merci beaucoup Xavier Hofer, en tout cas, pour tous ces éclairages, j'allais dire. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, partager et cliquer sur le pouce en l'air juste en bas. En attendant, passez une bonne fin de semaine. Je vous dis à samedi prochain. À bientôt.